Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de mecs, le podcast qui laisse la parole à des mecs pour parler de leur masculinité. Je suis Fabrice Florent, j'ai longtemps co-animé ce podcast qui s'appelait auparavant The Boys Club avec Mimi et je le reprends aujourd'hui en solo. Parce qu'il est temps en 2020 de laisser les mecs parler. Alors vous allez me dire, mais on entend qu'eux, ils prennent tout l'espace de parole, etc., etc. Alors oui, c'est pas faux. Mais on entend trop rarement les mecs parler de leur rapport à la masculinité. C'est donc ce que je propose ici à mes invités. Pensez à vous abonner au podcast, je vous pose tous les liens dans les notes de cet épisode. Mettez-lui une bonne note sur Apple Podcast et tant que vous y êtes, partagez cet épisode ou ce podcast à des mecs autour de vous. Ils vous en remercieront tôt ou tard. Merci d'avance et bonne écoute. Cette semaine, on discute avec Philippe Gardan. Si vous avez suivi les JO de Barcelone en 1990, ça ne nous rajeunit pas, ma petite dame. Vous vous souvenez sans doute de Philippe, capitaine de l'équipe de France de handball, médaillé de bronze surprise aux JO, puis championne du monde en 1995. D'ailleurs, on l'oublie souvent, mais ils ont été la première équipe française à gagner un titre mondial en sport collectif, avant même les footballeurs en 1998. Philippe, c'est un vrai mec, avec tous les attributs du mal. Il est grand, il est balèze, il a une grosse mâchoire, un gros menton, une grosse voix, c'est un meneur d'hommes. Mais aujourd'hui, à 56 ans, Philippe avoue être beaucoup plus détendu sur certains aspects de sa masculinité. Alors vous allez entendre qu'il a mis du temps à s'ouvrir à moi. Il tente même pas mal d'esquiver la question de la masculinité pendant un long moment. Mais quand il finit par baisser la carapace, ça en vaut vraiment la peine. D'ailleurs, juste après l'interview, je lui disais qu'il m'avait donné un peu de fil à retordre et il m'a répondu « Bah fallait bien que je te fasse un peu travailler aussi, hein ». Voilà, il est comme ça, Philippe. Un immense merci à lui pour sa confiance et désolé d'avance pour le bruit de fond à la fin du podcast. Son équipe arrivait tout juste dans le resto où on enregistrait, donc forcément, ça fait un peu de bruit, quoi. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Philippe Gardan. Comme ça te va là? Ouais, c'est très très bien. Ouais. T'as une douce voix chaude de radio, quoi. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. T'en rajoutes une couche en plus, c'est ce qu'on m'a dit. Oui. Non. C'est la clope qui fait ça. Tu sais. Ah ouais. Tu fumes des clopes. Tu fumes des clopes depuis longtemps? Ouais, un peu. Tu fumais déjà des clopes à l'époque où t'étais, ouais, grave, ouais. T'étais sportif? Ouais, je fumais des clopes. Putain, mais t'arrivais à fumer des clopes et à tenir le coup. Mais le jeu était vachement moins rapide à l'époque, donc c'était bon. Toi. Ah. Sinon, ça serait un peu plus difficile. Je suis arrivé sur la bonne génération, toi. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais les années 90, hein, c'était... Ouais, même 85, 90. Ouais, t'as commencé, plus tôt que ça. Écoute, je suis ravi de t'avoir, Philippe. On a déjà commencé, tu vois. Moi, je lance comme ça, en général. Merci beaucoup de venir. Donc, pour te resituer un petit peu, Philippe Gardan, est-ce qu'on peut dire que tu as fait partie de la première génération aujourd'hui, le handball est vraiment un sport majeur collectif en France et tu as fait partie de la première génération qui a commencé à gagner au titre au niveau mondial. Tu as même été, si je ne me trompe pas, en 95, la première équipe. Tu as fait partie de la première équipe, tu étais capitaine de la première équipe qui a gagné un titre mondial pour tous les sport co de tous les temps, quoi. C'est ça. On a été. Et c'est bien de le rappeler parce que souvent les gens pensent que c'est le foot en 98. Nah. Et oui, donc grosse erreur. Moi j'y étais. Hein. Et donc, on a été le premier sport co à être champion du monde en 95. Et avant, on était quand même vice-champion du monde en 93 et on avait gagné aussi la médaille de bronze au JO à Barcelone. C'était d'ailleurs je pense moi je vous avais découvert, j'avais découvert le hand en 92 à Barcelone. C'est ça, comme beaucoup. Hein. Ouais, vous avez bénéficié d'une aura dingue à l'époque. C'est ça. Et d'une grosse cote de sympathie, j'ai l'impression. Ouais, on a été. Ouais, alors c'est vrai en plus parce que c'était une équipe un peu loufoque, un peu sympa. Et moi, je me souviens, après les Jeux, il y avait eu un espèce de sondage des Jeux Olympiques de Barcelone et c'était de savoir quel était l'événement qui vous a plus marqué. Et en fait, on est tombé deuxième position. Il y avait Pérec qui avait gagné toutes ces médailles d'or. Et derrière, c'était le hand. Alors qu'on était, entre guillemets, que médaille de bronze. Donc c'était sympa. Ouais. Bah ouais, mais vous aviez... Alors, comme tu dis, vous aviez un peu une équipe. Donc déjà, ça vient de toi, non, ce surnom les Barjots? Oui, ça vient. Mais c'était après, c'était en 93. Oui, c'était plus. C'était juste avant la finale du championnat du monde qu'on a perdu. Hein, on était vice-champion du monde. Et c'était donc, comme j'ai été capitaine, il y avait le journal de l'équipe là qui était venu me voir pour faire un peu l'état des lieux de toute cette équipe-là et donner un trait caractéristique de chaque joueur. Et à mi-chemin, je trouvais toujours un truc un peu décalé et je lui dis écoute, en fait on est tous des Barjots. Et en fait il a titré donc la une de l'équipe en disant nous sommes des Barjots et la légende est partie. Et c'est resté comme ça. Voilà, c'est ça. Pour revenir un petit peu sur ta carrière, alors tu jouais au poste de pivot. C'est ça. Donc dans la bagarre.
Si vous connaissez pas trop le hand, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est le poste où on passe dans une machine à laver en fait. On essaie de rendre un peu coup pour coup, mais mon rôle c'était plutôt d'essayer de créer des chemins pour que mes arrières puissent marquer en fait. Donc c'est la bagarre en fait, c'est un peu la bagarre. Ouais. Et l'une de tes caractéristiques, c'est que tu es plutôt petit pour un pivot. Alors oui. Alors si on fait référence à maintenant, oui. À l'époque, c'était c'était moins le cas. C'est un peu moins le cas, mais effectivement, je suis vraiment la dernière génération des pivots petits entre guillemets. Ouais. Parce que je fais pas non plus 1m70. Hein, donc, oui, tu fais 1m80 et quelques. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'après après moi, la génération des pivots était plutôt sur des 2 mètres, etc. Ouais, donc il fallait que je compense un peu cette petitesse, entre guillemets, par de l'agressivité, de la combativité. Ouais. On va en reparler un peu après. Mais ton surnom, d'ailleurs, sur le terrain, c'était Boule. C'était Boule, ouais. J'ai toujours pas compris. Qui c'est qui te l'a donné? Ouais, c'est un abruti de sport-études quand j'avais 15 ans qui m'a sorti ça. Parce que j'étais... en fait, le physique que j'ai maintenant, je l'avais à 15 ans. Donc, à peu près. J'exagère un peu, mais c'était pas loin. Et donc, il a à un moment, le mot boule est sorti. Et, donc, j'essaie de faire croire à tout le monde. C'est surtout parce que je suis bon à la pétanque. Mais personne ne me croit. Donc, voilà. C'est pas très cool comme surnom, en vrai. Mais ça m'agaçait au départ. Et maintenant, ça va. Il y a prescription. Et malheureusement, maintenant, dès que j'entends le mot boule, effectivement, je tourne la tête. Quoi. Je tourne la tête. On me dit, tiens, on m'appelle. Quoi. Oh, putain. C'est chiant. C'est chiant. On est ici pour parler de masculinité. Ce podcast s'appelle Histoire de mec. La première question que je pose à tous mes invités, c'est quoi pour toi être un mec? J'ai essayé de réfléchir un petit peu avant. On me dit, tiens, on va parler de ça. Et je me dis, mais moi, la masculinité, ça me parle pas, en fait, au départ. Ouais, c'est bizarre, hein. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait si on dit qu'est-ce que c'est qu'un mec, c'est de faire une différenciation avec qu'est-ce que c'est qu'une gonzesse. Ouais. Pourquoi faire une différenciation après, par la force des choses, bien évidemment, il y a des gestes peut-être un peu plus masculins que féminins, et puis l'inverse aussi. Donc, répondre à... Moi, donc, j'ai regardé un petit peu la définition sur le dictionnaire, et, ils disent, effectivement, c'est des gestes qui sont attitrés à la population masculine. Alors, c'est quoi les gestes? Est-ce que c'est... je sais pas si on peut le dire. Est-ce que c'est poser des couilles sur la table? Tu peux dire tout. Hein, j'ai pas trop compris, en fait. Okay. Alors, est-ce que c'est prendre des responsabilités? Est-ce que c'est un moment à être courageux? Mais pourquoi la femme n'a pas le droit d'être courageuse et pas prendre ça? Donc, j'ai pas trop compris. Donc, je me suis dit, allez, tant pis, j'arrête de regarder ça et puis je répondrai aux questions comme ça, sans réfléchir, en fait. Tu vois? Et voilà. Alors, est-ce que c'est aussi d'être protecteur, mais pourquoi s'attitrer aussi au masculin? Je suis pas sûr. Alors si, peut-être physiquement, bien sûr, peut-être, mais au-delà de ça, pourquoi une femme ne serait pas plus protecteur ou protectrice que l'homme? Donc je me suis dit, allez, ça va être super à développer parce que j'ai pas d'idée en fait bien fixe là-dessus. T'as pas d'idée, mais t'as quand même, enfin je veux dire, t'as quand même pratiqué un sport qui est rude. Ouais. Qui est costaud, hein, les gens peut-être que les gens qui pratiquent pas le hand savent pas, mais c'est un sport où c'est un sport violent. On se balance des coups, il y a des savates, des coups de la corde à linge, des machins. Un peu, ouais. C'est vénère. Et puis surtout, en général, tu sautes. Alors en plus, quand tu te fais défoncer quand t'es en l'air, c'est encore plus dangereux, quoi. J'imagine que en fait, t'as commencé le hand assez petit. Ouais, tout à fait, ouais. Donc t'as été assez vite foutu dans cette ambiance-là Ouais, mais j'étais déjà naturellement comme ça. Moi, je suis d'une fratrie où on est 6 enfants, je suis dernier. C'était un peu la bagarre de partout. J'ai commencé le judo avant. Donc, effectivement, je suis plutôt on va dire un enfant à l'époque et un homme de contact, on va dire. C'est vrai que j'aime bien tout ce qui est contact. Donc ça m'allait très bien, mais encore une fois, moi je suis pivot, mais les femmes jouent au handball, elles sont pivots, elles se bagarrent autant. Hein. Donc je veux dire, moi je suis embêté en fait quand on discute de ça, parce que j'arrive pas à faire cette différenciation, tu vois. T'as quand même été élevé, t'as des sœurs?
Ouais, j'ai des sœurs, bien sûr. Ouais. T'as quand même conscience que t'as été élevé de façon un peu différente que tes sœurs, ou dans votre famille c'était exactement pareil? Forcément un petit peu différent, dans le sens Oui. où j'étais le dernier. Donc, tu sais, le dernier, il est toujours un petit peu plus bichonné, quoi. Ok. Après, si tu veux, je me suis fait quand même. Moi, je suis parti très tôt de la famille parce que, comme j'étais un petit peu turbulent, on m'a foutu à l'internat. Et après, après, je suis parti en sport-études, faire du hand. Donc, je suis parti à l'âge de 13-14 ans. Et je suis resté interne tout le long de ma vie, en fait, hein, après, d'étudiant. Donc, donc effectivement, il a fallu aussi créer sa place, hein, que ce soit dans une collectivité familiale ou dans les internats. Donc il fallait jouer des coudes aussi. Donc c'est vrai que bon, j'exagère quand je dis que je peux pas trouver de points sur la masculinité, Ouais. mais parce que forcément, on est obligé de jouer des coudes, on est obligé de faire son chemin et puis de s'imposer parce que c'est la jungle. Hein, quand on commence à pratiquer du sport de haut niveau, c'est du Highlander, hein, il peut rester que toi. Hein. Donc il n'y a pas de tierté, ton concurrent, il faut le châtier. Donc c'est la bagarre. Mais est-ce que c'est attitré à la masculinité? Je ne sais pas. En fait, je cherche pas forcément à savoir si c'est attitré à la masculinité, parce que pour moi, je pense que la compète chez les meufs, elle est Voilà, aussi, c'est ça, elle peut être aussi violente, quoi, sans aucun ouais. problème. On peut même leur dire des fois c'est très masculin. Ce qu'elles font, Exactement. tu vois. Ouais. J'aimerais bien savoir, toi, comment ça se passe justement quand tu as 14-15 ans, que tu es sport-études et que tu es projeté là-dedans et qu'on te dit, OK, en fait, tu as déjà des velléités, toi, de devenir handballeur professionnel à l'époque? Non, non, parce que le hand à l'époque était vraiment très confidentiel. Ouais. On va dire, ça restait un sport scolaire. Tout le monde avait fait du handball, mais le handball, personne ne le connaissait hein, à haut niveau. Par contre, c'était bien évidemment dans mon petit milieu d'être le meilleur à ce poste et faire partie de l'équipe de France. C'était ma trajectoire. Elle était tracée depuis que je suis tout petit, ça c'est sûr. Mais ça Donc, devient d'où? je sais pas. Ah ouais? J'avais toujours envie d'être le meilleur en fait. Alors pas dans les études malheureusement, mais dans le sport effectivement je voulais être le meilleur quoi. Donc Ça devient d'où? Ça devient de la compète avec tes frères, par exemple, aussi? peut-être, hein, peut-être, mais comme je suis parti tôt, je peux pas dire ça non plus. Ouais. Mais peut-être que sur des années où je me souviens plus trop, T'es de petit, 0 à ouais. 14, peut-être il fallait aussi faire sa place au sein de cette grande famille. Mais, Tu te souviens plus trop de ta petite enfance? très peu en fait. Ouais. Ouais, c'est marrant. Enfin, de 0 à 10 ans, très peu en fait. Ouais, c'est bizarre. Parce que j'ai une chance inouïe. Je sais pas que c'est pas fini, hein, mais j'ai une vie hyper bien remplie. J'ai eu plein de trucs, j'ai fait plein de trucs. Donc j'ai vu plein de choses. Donc des fois ça se bouscule un peu. Ouais. Mais par contre, ça a toujours été. T'es pas si vieux non plus, quoi. Tu vois. Non, je dis pas que ça va continuer. Mais j'ai eu la chance de vivre plein de choses. Moi, j'ai une vie superbe, enfin, incroyable. Et je remercie tout le temps quelqu'un, hein, je sais pas qui, mais je remercie quelqu'un. Et par contre, ce que je me souviens bien, c'est que j'ai toujours voulu exister dans le sens où je voulais toujours être le premier, je voulais toujours être le leader, je voulais être, donc forcément, faut imposer un peu, quoi. Donc ça a toujours été pour moi une bagarre là-dessus, ouais. Comment tu le... Et ça se concrétise comment, cette bagarre? Et d'être le leader pour toi? Bah, au quotidien, c'est-à-dire, j'avais compris que pour être plus fort, il faut les fédérer. Donc, j'avais toujours une bande en fait. Mais par contre, il fallait que je sois chef de la bande. Donc, c'était ça. Donc j'ai toujours été entouré. J'ai toujours été chef de bande. Et puis ça a continué. Après, j'ai été capitaine de mes équipes. Après, j'ai été capitaine de l'équipe de France. Maintenant, t'es coach. Donc, quand t'es coach, t'es chef aussi de bande. Donc voilà, j'aime ça. Alors ça veut pas dire que je décide tout seul ou je suis un dictateur. Hein, c'est pas du tout ça. C'est pas le pouvoir qui m'intéresse. C'est le pouvoir de décider collégialement, mais quand même qu'on m'écoute. Il y a tout un paradoxe qui est compliqué, mais j'essaie avec l'âge, je le fais plutôt mieux qu'avant. Avant, j'étais plutôt un casse-couille peut-être. Comment ça? Bah, j'étais plutôt un peu lourdingue, imposant, tu vois, sans éventuellement me soucier un peu des avis des uns et des autres, tu vois. Ah, raconte-moi.
un chef de bande, toi. Quand j'étais en CM2, j'avais une trentaine de mecs, je les alignais. Et puis quand j'avais un casse-couille en face de moi, j'ai dit à la bande, allez-y, on l'attaque. Et on l'attaque, tu vois. Bon, c'était pas méchant, mais on l'attaquait, Ouais. toi. Voilà, c'était le garnement pas très cool, quoi, pour les autres, toi. Et Ah, t'étais comme ça. Tu vas... j'étais un peu con, ouais, j'étais un peu con. Mais tu vas pas me dire que ça, par exemple, c'est pas masculin. C'est-à-dire que, typiquement, je pense pas avoir jamais vu une meuf dire à 30 meufs, let's go, on va éclater Non, parce que celle-ci. par gêne, je sais pas, les femmes en général ne se battent pas. Ouais. Mais par contre, certainement, il y a des chefs de bande de femmes. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, Ça j'en doute ouais, pas. ouais. Mais oui, est-ce que c'est attitré vraiment à l'homme, ça? Je suis pas convaincu, toi. Bah, Je sais pas. Bah, si, dire attaquer ce mec-là, oui, je pense que là, on est d'accord. J'en ai pas vu beaucoup. c'est très guerrier que tu vois comme oui, truc. oui, oui, oui. Non, mais je suis guerrier, ça c'est sûr. Mhm. J'ai contenu beaucoup de défaites en bagarre, pas bagarre dans la rue, hein, Ouais. bagarre dans la vie. Beaucoup de victoires aussi, mais c'est sûr que quand je jouais, le premier qualificatif qu'on me donnait, c'était d'être un bagarreur, enfin un guerrier, quoi. Donc je suis un battant, ouais, on fait ça. Et tu penses que ça devient d'où alors, cette qualité de battant là? C'est compliqué parce que est-ce que c'est nos origines familiales? Est-ce que c'est inné? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus combatifs que d'autres? Certainement, je pense que oui. Est-ce que tu le deviens alors que tu l'es pas? Je suis pas sûr. Tu peux l'améliorer, mais je pense pas que tu le sois net. Toi, je pense que c'est naturel. Je pense qu'il y a des gens qui... Ça veut pas dire que l'un est bon ou l'autre est mauvais, hein, loin de là. Mais je pense qu'on est chacun comme ça, issu de gènes comme ça, toi. Il y a des gens beaucoup plus réfléchis que d'autres, il y a des gens plus bagarreurs que d'autres. Je pense que moi, j'ai peut-être eu cette hargne. Voilà, j'étais doté de ce truc-là. C'est ta place de petit dernier, tu penses, qui Peut-être, se peut-être, il y disait, a moyen d'exister aussi parmi cette famille, parce que mes 5 frères et sœurs, c'était des sacrés loustiques aussi, tu vois. Donc on avait une famille qui bougeait beaucoup, donc il fallait faire sa place aussi. Donc peut-être que c'est dû à ça, hein, c'est possible. Et après, le sport de haut niveau n'a pas arrangé les choses, hein. Enfin, ou les a arrangées, c'est-à-dire, tu es obligé, encore une fois, en fait, depuis tout le temps, tu es en perpétuel combat, quoi. Tu bagarres. Et comment tu disais tout à l'heure que tu avais la sensation que t'étais peut-être un peu moins con qu'avant dans ta façon de gérer les groupes? Oui, oui, complètement. Maintenant, ma femme me dirait que je suis devenu un guerrier pacifique. Ok. Toi. Donc, je suis beaucoup plus dans l'analyse. Mais le combat, il est toujours là. Toi, la volonté de. Après, bien entendu, après, ça s'appelle un peu de l'expérience. Hein. Je commence à avoir un peu plus de bouteilles. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'essaie d'analyser aussi mes erreurs. Et puis on s'améliore avec l'âge. Hein. Donc, même si je fais encore quand même pas mal de conneries, parce que j'ai ce tempérament bouillant qui fait que il y a des moments, même si j'arrive à les maîtriser, mais pas tout le temps. euh, voilà, mais je pense que les expériences, notamment au niveau des échecs, te font progresser, bien entendu. Ouais. Comment ça? Comment tu vis tes échecs déjà? Parce que... Au début, je les vis toujours très mal, ça c'est sûr. Ouais. Au début, tu es dans le déni, au départ. Donc, quoi, moi, un échec, quoi, moi, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'un et de l'autre, et tout machin. Ça, c'était au départ. Après, tu commences à comprendre, et puis des fois, on t'oriente aussi. Hein, des jeunes, des personnes qui peuvent, de confiance, qui peuvent te dire, attends, arrête de croire que c'est toujours la faute des autres, regarde-toi un petit peu, quoi. Donc tu deviens moins narcissique, tu deviens un peu plus réfléchi, moins dans le déni, et puis tu dis, ah, bah, c'est peut-être toi qui as fait une connerie, toi. Et ça m'est arrivé, hein, ça m'arrive encore, toi. Seulement là, je suis plus, toi, maintenant je suis beaucoup plus dans l'analytique, c'est-à-dire que je vais pas toujours mettre la responsabilité sur les uns et sur les autres, et je vais la prendre pour moi, ouais. Et ça se... Parce qu'en fait, quand tu étais plus jeune, parce que c'est compliqué, le hand, c'est un sport d'équipe, justement. Et parfois, tu perds à cause des autres. Toujours à cause des autres. Jamais à cause de moi, t'es fou. Non, je déconne. Oui, mais c'était ça. En tant que joueur, c'était. Ouais, après, ça va paraître un peu prétentieux, mais on est la génération. N'hésite pas à être prétentieux. On a la génération où on n'a pas perdu beaucoup, en fait. Toi, puisqu'on est monté, vraiment, en équipe de France, on a quand même
plutôt plus de succès que d'échecs, même si au départ, on en avait quand même pas mal au départ. Mais et puis en club, c'était pareil. Toi, j'ai eu la chance de participer, enfin d'être dans des grands clubs, donc tu gagnais quand même beaucoup plus de matchs que t'en perdais. Donc voilà, mais après, c'est plutôt euh, là où j'ai voulu évoluer, moi, c'est quand je suis passé coach, en fait. Tu vois. Ok. Là, oui, parce que au début, tu te dis, putain, mais ils sont cons, hein, ils comprennent rien de ce que je leur dis, toi, machin. Surtout que moi, j'ai arrêté en 96, en juin, et en août, je suis devenu coach. Ok. Donc quand j'étais coach, j'étais encore joueur, en fait. Hein. Je me disais, mais c'est des truffes, putain, je vais y aller, moi, sur le terrain, toi. T'es là, toi, sur le truc, en disant, et puis vraiment, puis au fil des années, tu te calmes, parce que tu te dis, s'ils comprennent rien, c'est que t'as mal expliqué aussi, toi. Donc, et voilà. Peut-être qu'au fur et à mesure aussi, tu te disais, putain, en fait, peut-être que je pourrais aller de moins en moins sur le terrain, là. Ça, c'est clair. Et puis, ça va pas en s'arrangeant en général. Donc, ouais, c'est ça. Et puis après, il comprend pas, c'est la faute de ce mec-là, tout machin. Après, de comprendre aussi la philosophie du groupe, toi, de management, de savoir, de montrer peut-être que tu es plus à l'écoute, toi. Moi, j'ai eu des phases, toi, où il y a eu 2-3 ans de dictatorial. Ouais. J'étais là, tu fais ça et rien d'autre, toi. Au début où tu coachais, alors. Tout au début. Tout au Ouais. début, parce que je devais casser l'image du barjo, toi. Moi, les mecs, ils me voyaient en tant que joueur de barjo. Et donc, et puis maintenant, je suis devenu coach. Donc, je veux dire, le coach, il est plus barjo. Toi, donc, et la seule façon que j'ai trouvé, c'était de tout de suite, toi, de mettre une barrière et être imbuvable, en fait. Toi. Et j'ai été imbuvable. Et heureusement, les résultats ont suivi tout de suite, toi. Donc, à partir du moment où les résultats, où tu gagnes un peu de légitimité, de crédibilité, c'est là où faut que tu dis stop, arrête de faire ça, parce que sinon parce que tu mets les mecs sous pression. Et puis c'est pas moi en fait. Hein. Moi, je suis pas un dictateur. Oui, c'est ça, j'allais te dire, comment t'as fait pour faire J'ai joué un pendant rôle, 2-3 ans c'était horrible. Je me rappelle, je faisais le signe, toi, quand je montais dans la voiture pour aller à l'entraînement, je faisais le geste de mettre un masque, Ok. un masque virtuel de facho complet, quoi, toi. Et j'ai fait ça, j'ai réussi à tenir 3 ans comme ça, ouais, toi. Et, Wow. et après, je me dis, attends, mais si c'est ça, d'être entraîneur, ça me plaît pas, en fait, toi. Malgré les résultats, toi, il y avait quand même des résultats Ouais. probants. Et je me dis, mais moi, ça me plaît pas, moi, si je fais ce métier-là, toi. Donc, grâce aux résultats probants, j'ai muté après, toi. On est passé après beaucoup plus sur la concertation, la communion avec les mecs. Et c'est beaucoup plus agréable. Et puis maintenant, ça va, tout est OK, toi. Waouh, c'est fou. Je sais pas comment t'as fait ça pendant 3 piges. Ah ouais, moi non plus, je te jure. C'est vrai? Ouais, mais c'était horrible, c'est horrible. Mais tu penses qu'il y avait vraiment pas d'autre moyen que J'ai pas de trouvé faire ça? j'ai pas trouvé d'autres moyens en fait, Ouais. parce que j'étais pressé. Tu vois, je suis un homme pressé, je voulais avoir des résultats tout de suite. Ouais. Donc moi, on me connaissait comme joueur international, machin, avec les teintures en blond, les machins, les minutes poète, la bière et tout ça, toi. Et je me suis dit, voilà, moi je suis coach maintenant, et puis moi je veux que ça marche tout de suite, toi. Donc j'ai trouvé que ce moyen-là. En plus, je me suis appuyé avec un pote, c'est Jacques Monclar, tu sais, Ouais. tu connais. J'adore Jacques Monclar. Qui est un bon pote à moi. Ah ouais. Et cet abruti, il avait vécu la même chose que Alors, moi. Jacques Monclar, je remets un peu de contexte, mais Jacques Monclar, c'est un ancien international de basket. Exactement. Qui est super joueur. qui est super joueur à l'époque et qui est devenu consultant maintenant. Et avant, qui était un coach. Entraîneur, un coach, bien en sûr. Tib. Et, Oh là là, et champion de un France. bon coach, Pau aussi. Pau aussi, ouais. Et qui avait vécu à peu près la même histoire que moi, tu vois, mais avant, parce qu'il est beaucoup plus Oui. vieux. Et donc, on était consultants sur TF1 au jeu, tu vois. Donc, on est restés très longtemps ensemble, parce qu'on lui faisait le basket, moi, le hand. Ouais. Et du coup, on a discuté, parce que c'était le mois de juillet, il était là, toi, et moi, au mois d'août, je reprenais l'équipe, en fait. Tu vois. Et donc, on a discuté, et puis il m'avait plutôt briefé aussi comme ça, toi, en me disant, écoute, si tu veux il faut que tu sois intransigeant, machin, patati. Puis je l'ai suivi, ce con, toi. Donc, Yes. et du coup, il a bien fait, parce que ça a bien marché, mais c'était compliqué quand même. Avec le recul, tu penses que t'aurais pas réussi autrement, quoi? Je pense pas. Ok. Ou je savais pas faire. Donc, Ouais. toi, le rôle d'acteur, je savais le faire. Toi, je pouvais mentir, en fait, entre guillemets. Ah ouais, sur putain. ma personnalité. Toi. Ouais. Mais donc, ça voulait dire que même dans tes débriefs pré-match, dans tes entraînements et tout, t'étais juste. Ah, ben ils sont tombés des nues, les mecs. Ils s'attendaient à un mec un peu rigolo, toi, ou un peu fou, et ils sont tombés sur un abruti, enfin, con, quoi. J'étais con. J'étais un entraîneur con. Con, mais efficace, malheureusement. Ouais. Pour eux, tu vois, c'était efficace, en fait.
Mais toi, j'avais des gars, je te donne une anecdote, toi, on était en préparation, moi je leur faisais faire des trucs, mais pas possible, toi, des entraînements à jeun, ils faisaient 6 heures d'entraînement par jour, toi, c'était un truc une horreur, toi. Et à un repas, un jour, j'ai une lettre sur mon assiette, toi, et j'avais une pétition des joueurs qui me demandaient 2 jours de repos, toi. Ils étaient incapables de me dire, ils me demandaient. Ils avaient peur, Ils avaient peur. tous mis Ils ensemble. m'ont fait une pétition, tu vois. Hein. Et du coup, je leur ai accordé 1 jour. Toi, je leur ai pas donné 2. Parce que Fallait pour dire rester. le stade du truc, toi. Ok. Et là, je me suis dit, quand même, putain, mais il me parle pas, quoi. Il me faut une pétition. Toi. Et donc, ça m'a quand même éveillé en disant, le résultat, ça allait, toi. Je me dis, bon, c'est peut-être le moment d'évoluer un peu, quoi. T'as eu un déclic particulier qui t'a dit Ça a été un élément. La pétition, là. Ouais, important pour moi, ouais. Parce que tu t'es dit que. Enfin, en fait, tu t'es dit quoi? Tu t'es pas dit à ce moment-là, mais en fait, fuck, ça marche, et puis donc. Non, parce que voilà, ça faisait 3 ans à peu près, toi. Donc j'avais. Je savais que c'était dangereux, parce que déjà les résultats sportifs ils sont quand même de temps en temps aléatoires, toi. Là, il s'avérait que ça fait 3 ans que ça marchait, ça progressait dans la hiérarchie, toi. On est passé de 12e à 2e, hein, quasiment, donc c'était quand même assez rapide. C'est bien. Ouais, c'était vachement bien. Mais tu sentais que c'était fragile, toi. Et si tu maintiens ça, il va y avoir une implosion dans le groupe, parce que les mecs, tu les mets sous pression à un moment donné. Et puis tes mecs évoluent en plus, toi. Le mec d'il y a 3 ans n'est plus du tout le même. Le mec à 18 ans, après il a 21 ans. Celui qui avait 25 ans, il a 28 ans. Celui qui a 28 ans, il est devenu papa, peut-être, toi. Donc c'est plus du tout le même mec, toi. Donc j'ai eu cette lucidité de me dire, attends, je m'adresse plus du tout au même mec. Là, il est papa, toi, tu dis plus la même chose. Enfin, Ouais. voilà, donc j'ai adapté mon discours et ça a fonctionné. Donc c'est cool, tu vois. Et t'as réussi à redevenir un peu plus toi-même. Et j'ai aimé mon métier à partir de là. Ah ouais, ouais. Donc, parce que vraiment, en plus, tu détestais de ce Non, fait. j'aimais pas. Je me suis dit, si c'est ça le métier d'entraîneur, j'arrête. Ouais. Ok. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est dingue, le truc. Parce que, ok. Mais donc, parce que tu t'étais Parce que dit. c'était pas moi, en fait. Ouais. Franchement, je suis pas un dictateur. Moi, les potes, ils me connaissent. C'est pas ça, quoi. Mais tu sais, il y a des gens qui font. jouer la comédie, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui sont des crèmes à la maison et qui, au boulot, sont des sales cons, quoi. Tu vois, qui arrivent à faire ça. Hein. J'étais ça. J'étais un peu ça. Putain, ça me scotche. Parce qu'en plus, je veux dire, c'est pas comme si t'avais pas eu déjà une expérience en tant que capitaine, parce que, bon, même si c'est pas vraiment le même... C'est pas le même rôle. C'est pas le même rôle, mais il y a quand même un rôle, tu vois, d'entraîner à un moment donné. Fédérateur, mais c'est pas tout à fait le même rôle. Tu vois, Ok. Et puis j'ai mis ce temps-là à comprendre que, tu sais, quand tu passes de joueur... Quand t'es joueur, même si tu fais un sport co, tu penses à toi. C'est comme une forme égocentrique, pardon, je vais sortir. Sport co ou pas, c'est comme ça, toi. Quand t'es coach, il faut que tu comprennes que faut savoir donner, quoi, en fait. Tu penses plus à toi, tu penses aux autres, toi. Et ça, j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre, toi. Et c'est vachement plus agréable. Mais tu penses que c'est avec le... Tu penses que c'est aussi avec l'expérience, ça, que ça t'a... Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, puis ça va en s'améliorant au fil des années après, toi. Ouais. Maintenant, même si t'es pas dans le pays des bisounours, hein, et t'as géré un groupe, c'est une meute de loups aussi, hein, parce que ce qu'ils sont, eux, c'est ce que tu étais avant, quoi. Ils ont aussi leur propre... donc il faut aussi les gérer. Donc il faut quand même de temps en temps que tu sois... de temps en temps que tu saches taper un petit peu le poing sur la table, toi. Mais par contre, le fil conducteur, tu le tisses et tu le construis ensemble, quoi, toi. C'est important. Il y a une histoire, j'ai souvenir d'une histoire en 95, donc pendant le championnat du monde que vous gagnez, où il y a une crise de vestiaire. Ouais. Tu peux me raconter cette histoire ? Ouais. En fait, c'était une crise disons, par rapport au staff, en fait, un peu. Et joueurs. C'est-à-dire qu'on était en 95. On était, en fait, pour retracer, on était vice-champion du monde en 93. Ouais. Donc on attaque à 95. Et je pense qu'on s'est vu un peu trop beau. Et on pensait que ça allait rouler tout seul, quoi. Et on a fait une première semaine catastrophique. Et on réussit à se maintenir, à passer le second tour, grâce à un tir des Danois qui fait poteau sortant au lieu de faire poteau rentrant. Donc, on s'en sort quand même pas trop mal. Donc voilà, mais là on a compris quand même le danger. Et en fait, on s'était éparpillé parce que je pense qu'on avait chopé tous le boulard.
Et si tu veux, on s'est réunis en essayant de remettre un petit peu l'église au centre du village, toi. C'est-à-dire que de redistribuer les rôles. Et je trouve qu'on s'est fait une autogestion merveilleuse là-dessus, toi. Et ça, c'est top, quoi. Enfin, je veux dire, quand t'es coach et t'as une équipe qui te fait ça, alors le coach, il va être vexé parce qu'il est écarté du truc. Mais on s'en fout, en fait. C'est quoi l'intérêt? C'est que ton équipe, elle réagisse et Bien sûr. elle fait ça, toi. Et ben moi, il y a quelques années, j'aurais été vexé, soit si j'avais été coach, parce que j'aurais pas été l'initiateur de cette rébellion, entre guillemets, toi. Ça m'arriverait maintenant, je serais super content, parce que c'est-à-dire que mon groupe, il s'autogère, et c'est que tu as réussi ton boulot, quoi, en fait. Et ton rôle à toi à l'époque, en 95, alors en tant que capitaine? Alors moi, il a été perturbant, parce que pendant 13 années, j'ai été quasiment titulaire tout le temps. Et ce championnat du monde en 95, Constantini a commencé à préférer un pivot qui était beaucoup plus grand que moi. On parlait de la génération des petits pivots, des grands. Et là, il y avait un jeune pivot qui était Kervadec, qui fait des 2 mètres. Hein, et en fait, il a préféré Kervadec que moi sur les phases finales. Et donc moi, je l'avais pas. C'était difficile pour moi parce que j'étais quand même le papa du groupe, machin et tout, capitaine. Et du coup, je suis écarté en fait. Hein, je suis plus titulaire et tout ça. Et il s'avérait que c'était un choix judicieux parce qu'il était très bon, ce pivot. Donc il fallait que je sois utile, quoi. Donc, bien entendu, j'étais capitaine encore, mais quand tu es un capitaine qui est plus sur le terrain, ça devient un peu compliqué. Donc, je me suis dit, il faut que je reste capitaine, mais capitaine, toujours cette combativité-là, d'exister. Il faut que je sois utile, toi. Donc j'ai essayé pour le mieux possible d'être un vrai capitaine en dehors du terrain, donc, parce que comme je jouais plus beaucoup vers la fin. Donc ce soir, aux entraînements, dans les vestiaires, à l'hôtel, tout ça, d'essayer de fédérer tout ça. Et je crois plus ou moins avoir pas mal réussi dans ce domaine-là, quoi. Comment tu En faisais alors? ayant toujours cette frustration de ne pas avoir joué cette finale. Tu vois. Ouais. Parce que celle de 85, j'ai joué, mais celle de 95, je ne l'ai pas jouée. Et c'est celle qu'on a gagnée. Comment t'as adapté ton rôle alors? C'était quoi? Tu parlais plus, c'est ça? Ouais, j'étais encore beaucoup plus dans l'échange. Souvent, tu peux transmettre ou montrer l'exemple par ton expression corporelle. Quand tu joues, ta combativité, tu t'arraches et tout, machin. Et ça montre l'exemple, toi. Là, j'étais privé de ça, donc je pouvais pas le faire. Donc, je l'ai compensé par une omniprésence. J'allais dans toutes les chambres, parler à droite, à gauche, machin, etc., pour prendre la température du groupe et puis pour les booster, quoi, toi. Et ça a été une expérience hyper enrichissante, mais douloureuse, forcément. Oui, parce que t'as pas joué. Paradoxalement, ouais. Je dis paradoxalement parce que tu gagnes quand même, t'es champion du monde. Ouais. C'est pas parce que j'ai pas joué la finale que je suis pas champion du monde non plus. c'est compliqué. Et tu le vis comment, ce truc sur Ouais, le je moment? le vis pas. Là, je le vis pas forcément. C'est pas pour moi un super souvenir, bizarrement. Ah ouais? Ouais, parce que je serais menteur si je disais ça, toi. Et Tu peux le dire maintenant, il y a prescription. ouais, et bizarrement, c'en est un super parce que t'es champion du monde quand même. Parce que j'en ai joué quand même des matchs dans ce championnat. Donc, Ah oui. donc et puis quand t'es champion du monde, t'es pas champion du monde de la semaine. Tu veux dire, ça s'est construit toute l'évolution depuis des années, toi. Donc je suis pas senti moins champion du monde qu'un autre, toi. C'est pas parce que j'ai pas joué que la finale que. Mais quand même, t'as comme cette frustration de compétiteur qui t'a privé de faire cette finale-là, toi. Donc ça, c'était un... Mais j'avais eu mon heure de gloire en 92, en fait, toi, où là, j'ai joué. Ouais. Et c'était mon... Tu sais, des fois, t'es touché par la grâce. Tu sais pas pourquoi. Tu vois, dans le sport, t'as des mecs... n'importe quel sportif va te dire ça, qu'à un moment donné, t'es touché par la grâce. T'as une compète, une course ou machin. Et moi, j'avais eu cette heure-là à Barcelone, toi, où j'ai jamais été aussi bon. J'ai jamais été aussi bon que ça, d'ailleurs. Après, toi, j'ai jamais retrouvé ce niveau-là. Mais donc, j'ai eu mon heure de gloire, entre guillemets. Donc, ça a pesé un peu les choses. En fait. Ouais. Et c'était dû à quoi? Tu penses que t'avais eu ton heure de gloire? Enfin, t'avais eu... Non, justement, c'était dû à quoi le fait que t'étais à ce point-là bon à Barcelone? Je pense que j'avais 28 ans à cette époque. Ah, c'est donc un déjà, peu c'est vraiment l'âge où tu es vraiment épanoui.
t'es né un lapin de 6 semaines, t'es un mec quand même, toi t'as 28 ans, t'as fait t'es des encore matchs, dans la force de l'âge. Physiquement, t'es au taquet, on avait fait une préparation incroyable, toi. Et puis les jeux, les jeux, pour moi ça a été une obsession, les jeux. C'est pas la semaine d'avant, toi, c'était 3-4 ans avant. Parce qu'avant je faisais du handball, je travaillais en même temps. Toi, et 3-4 ans avant, j'ai arrêté de travailler parce que je me suis dit, si je travaille, je vais pas être bon au hand. Donc, et les jeux vont arriver. Alors, on n'était pas encore qualifiés, toi, mais il y avait les qualifs et tout. Donc, je me suis dit, je vais arrêter de bosser, je vais me faire consacrer qu'au handball pour préparer les jeux, la qualif et aller aux jeux. Toi, donc, c'était un chemin, en fait, pas d'aujourd'hui, toi. Et quand c'est arrivé, quand je suis parti dans le bus de Banyuls, juste à côté de Barcelone, on était en stage, quand je me suis assis dans le bus, je me suis fait cette réflexion, je me disais, mais personne va me décoller du siège, là. Je pars au jeu, toi. Quoi qu'il arrive, je vais au jeu, toi. Pour moi, les jeux, de faire les jeux, c'était un truc incroyable, quoi. Donc, si tu veux, cet état d'euphorie, toi, de machin, a fait certainement que j'étais bon. J'étais bon sur cela, toi. Parce que tu étais semi-pro avant, donc avant les 3-4 ans. Ouais, j'aurais pu être pro. Bon, on ne me gagnait pas énormément d'argent à cette époque-là, toi, mais j'avais. Comment on s'entraînait pas beaucoup à l'époque, toi. C'était 3-4 entraînements par semaine. On était des feignants, toi. et donc, si tu veux, il fallait bien occuper mon temps. Et moi, j'avais une possibilité avec le partenaire du club, toi, dans un beau job. Et j'étais cadre général des eaux à l'époque, toi. Je m'occupais tout ce qui était déchets, tout ça, toi, déchets industriels, ça me plaisait, toi. Mais ça me prenait tellement de temps que du coup, j'avais peur que ça grignote sur le temps du sport. Et j'ai tellement peur de pas faire les jeux, toi, que j'ai arrêté ça. Toi. Voilà. Et j'ai bien fait parce que du coup, ça s'est pas mal goupillé. Ok. Comment tu as la sensation de vivre aujourd'hui, pour revenir un peu au sujet de la masculinité, mais comment tu as la sensation de vivre aujourd'hui ta masculinité par rapport à quand tu avais 15 ans, tu sais, que tu racontais justement que tu étais en sport-études, pardon. Alors, paradoxalement, depuis tout à l'heure, je te dis, j'arrive pas trop à comprendre ce que ça pourrait être une masculinité. Ouais. Même si je l'avais en vrai, tu le bien sais, entendu, je le sais, toi. Et quand tu discutes avec les gens, ils te disent quand même, tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est quand même assez masculin, on va dire. Ouais. Toi, t'as une présence quand même masculine, t'as une voix masculine, enfin, je veux dire, quand t'es là, quoi. Enfin, je veux dire, toi. Je me suis jamais posé cette question en disant, tu sais que les mecs, faut que je sois masculin, quoi. Mais non, tu l'étais. Tu es peut-être naturel. Alors, c'est vrai que faut pas être dupe. Forcément, quand tu regardes les hommes, il y a des hommes qui sont plus masculins que d'autres. Toi, moi, je discute avec ma femme qui est plus jeune. J'ai de la chance. Elle te dit souvent les jeunes de maintenant, ils sont moins masculins. Ouais. Tu vois, il y a une perte de côté animal, on va dire, un peu, avec regret. Alors, tant mieux, parce que comme ça, elle me regarde plus, toi. mais indiscutablement, quand tu discutes avec des femmes, ça revient souvent, le côté un peu old school ou je sais pas comment on peut appeler ça, tu vois, de l'homme qui fume sa clope et sa bière, machin. On n'est pas obligé non plus de roter ou péter à table, hein, toi, pour être masculin, toi. Mais moi, j'adore faire parce que c'est vraiment un domaine où, si tu veux, tu me poses un problème. Tu vois, tu me poses un problème. Parce que j'y ai jamais réfléchi, en fait, à ce truc-là, toi. Tu sais pourquoi les mecs réfléchissent pas à leur masculinité ? Non, j'aurais bien le savoir. Alors qu'en plus, tu traînes qu'avec des gars, quoi. Ah oui, ouais, toute ma vie. C'était que ça. Ah, puis j'ai vécu plus souvent avec eux qu'avec ma femme, en fait. Ouais. Et pourquoi donc ? Ben je sais pas. Tu sais pas non plus. Mais non, je sais pas. Ouais. Je pense que. Mais toi, t'en as fait plusieurs des podcasts sur ce qu'on a. Qu'est-ce qu'ils disent les gens ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tu vois. Il y a juste des réponses très personnelles en fonction des. Tu vois là, par exemple, j'ai interviewé un gars. Alors désolé, peut-être ça sera pas encore sorti au moment où cet épisode sera sorti, mais il a ton âge. Ouais. Et en fait, il m'a raconté qu'il détestait les hommes. Mais il détestait les hommes non pas parce que. Comment dire, il était homosexuel ou je sais pas quoi. D'ailleurs, en discutant, il s'est rendu compte que il faisait des bisous à ses potes pour s'entraîner, tu vois, avec les meufs. C'était pas forcément homo, mais tu vois. Mais en revanche, je pense que lui, il était le gars à qui t'envoyait toute la bande de potes, tu vois. Ah oui. Dans la cour de récré. Donc il a vraiment ce truc où il dit, moi j'ai eu beaucoup de mal
à me réconcilier en fait avec les hommes Avec les hommes, ouais. en vieillissant, parce que pour moi c'était juste la baston, la bagarre, de la violence, Ah non. etc. Moi, j'adore les hommes. Enfin, je veux dire, Ouais, tu vois, je trouve que je veux pas parler de l'amitié entre femmes parce que je la connais pas intimement, si tu veux. Mais moi, l'amitié d'un mec, moi, je meurs pour mon pote. Enfin, tu vois, je veux dire, j'adore les. Alors pas tous, bien sûr, les cons, hein, ouais. moi, Mais ça veut dire quoi, je meurs pour mon pote? c'est-à-dire que C'est fort. c'est de l'amour. Moi, j'ai de l'amour pour mes potes, ouais, pour mes amis, ouais. C'est aussi fort que l'amour pour ma femme. Enfin, je veux dire, avec des orientations, bien sûr, Bien qui sûr. sont différentes. Mm. Mais moi, j'ai quelques amis, c'est mon sang. Enfin, tu vois, c'est des mecs que je connais depuis 40 ans. C'est mon pote, quoi. Enfin, et mon ami, c'est pas, j'ai pas peine de l'appeler tous les jours. Tu as souvent ça, tu vois, les mecs, tu les as pas vus pendant 4 ans, 5 ans. Tu vois. Ouais. Et quand tu le revois, t'es comme si tu l'avais pas quitté hier. Tu l'avais quitté hier. Tu vois. C'est ça, des potes. Enfin, je veux dire, moi, j'adore l'amitié masculine. Tu vois, j'adore ça. Tu parles de. Tu vois, l'une des autres grosses caractéristiques, parce qu'on a fait 50 épisodes, tu vois, c'est que les mecs parlent pas beaucoup de leurs émotions. Les mecs font les trucs. Ouais, alors moi, j'essaie de le faire justement maintenant. Vas-y, Ouais. explique-moi. Non. Bah, Je sens que tu es sur un chemin, tu vois. Oui, non, mais. Notamment après ton histoire d'entraîneur, là, tu vois. Ouais, alors non, je vais t'expliquer pourquoi je suis sur un chemin. J'ai la chance d'être avec une femme admirable Ouais. qui m'a ouvert les yeux, justement, et qui elle, est très. Certains vont dire perché, d'autres vont dire très impliqué, toi, dans tout ce qui peut être le monde relationnel et tout ça. Ok. Et Ça se concrétise comment chez elle? C'est son métier ou... Ah oui, c'est son métier. C'est Ok. son métier. Elle travaille beaucoup les plantes, tu vois, et toute la philosophie des plantes, pas uniquement la plante médicinale, parce qu'elle Ouais. travaille là-dessus, mais aussi toute la philosophie des plantes, ce que ça peut représenter sur le. Bon, c'est un peu perché, mais. Non, mais raconte, mais, ça m'intéresse. Ouais. Non, mais. Je veux dire, T'as l'air intéressé, t'oses pas le dire, j'ai l'impression. Ah non, mais j'y comprends pas grand-chose, Ok. mais je m'intéresse, parce que Ouais. je suis curieux, vraiment, je suis curieux. Et quand tu parles des hommes qui n'évoquent pas trop leurs émotions, c'est vrai. Et, par contre, moi, je suis devenu ça. Moi, je suis capable de donner mes émotions maintenant, tu vois. Alors qu'avant, j'étais trop pudique, ou je sais pas comment on peut dire ça, toi, où je l'évoquais pas, parce que pour moi, donner ses émotions, ses ressentis, tout ça, c'était un acte de faiblesse, toi, ou d'ouverture qui te donnait une entrée chez quelqu'un que tu n'avais pas forcément envie d'ouvrir. Ça me pose plus aucun problème maintenant, toi. Mais alors, peut-être que grâce à ce métier-là aussi, c'est-à-dire que le joueur, tu le coaches pas uniquement, vas-y, faire un croisé à gauche, à droite, fais une passe, toi. Ça suffit plus. Il faut que tu rentres dedans, quoi. Comment il Faut que tu rentres fonctionne. dedans. Mais quand je dis quand tu rentres dedans, faut que tu rentres dans sa tête, Ouais. tu vois. Savoir, est-ce qu'il est bien, est-ce que tout va bien, est-ce que tu... Et la difficulté qui est super enrichissante, c'est que maintenant, nous, comme les frontières se sont un peu ouvertes, c'est-à-dire que faut que je comprenne le français, le jeune, mais il faut que je comprenne le croate, le slovène, le scandinave, l'espagnol. Selon les cultures, ils comprennent pas la même chose, la même phrase, ils vont pas la percevoir pareil, toi. Donc tu es obligé de rentrer et de savoir qu'est-ce qu'ils ressentent, toi. J'adore, c'est top ça, toi. Et donc ça m'a permis de m'ouvrir et je peux avoir des discussions très féminines avec un mec, en fait. C'est-à-dire, Ouais. tu vois, hormis le mec, ouais, je l'ai pris, elle est à 4 pattes, machin, toi. C'est fini. Enfin, on passe à autre chose. Ouais. Tu vois, j'essaie de féminiser un peu le discours. Je sais pas si tu me comprends ce que je veux dire. Ah si, Toi, carrément. toi Moi, je suis très porté sur les émotions, tu sais. Donc, de toute façon, j'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de rentrer en thérapie, moi. C'était mon truc, tu vois. Ouais. J'ai pris une grosse claque dans la gueule, thérapie. Tu n'as pas le choix, en fait, tu vois. Et à un moment donné, tu as ta psy qui te dit, eh ben, en fait, je vais te faire découvrir un truc tout bête, c'est les émotions. Et tu fais, oh, c'est quoi? Et en fait, tu te rends compte que tu les as depuis des années. Bien sûr. Mais simplement, tu t'empêches de... Tu bloques. Qui n'a pas d'émotion? Tout le monde est là. Bien sûr. Soit tu les engloutis, soit tu les ressors, soit tu les compartimentes, soit tu vois. Moi, je les compartimente, ça c'est sûr, mais c'est vachement complexe, toi. Moi, j'ai un truc, c'est pas très drôle, mais toi, mais j'ai
Là, j'ai vécu des deuils de famille familiales. J'ai 3 décès dans ma famille en 3 mois. Toi, c'est beaucoup quand même. Wow. Mon père, ma mère, ma sœur. Toi, en 3 mois, là. Oh là là. Et si tu veux, je suis en train d'essayer de. Alors, je n'essaie pas de me faire ma propre thérapie, mais je me dis, je m'en veux de pas déprimer. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis pas en déprime. Tu vois, je suis triste, je suis malheureux, toi, machin. Mais déjà, ça se voit pas. Et je m'en veux que ça se voit pas. Et je le comprends pas, tu vois. Je comprends pas pourquoi on me voit pas effondré, tu vois. Hop, tout de suite après, je suis allé bosser. Enfin, je veux dire, tu vois, je m'en veux, mais d'un autre côté, je m'en veux pas parce que je trouve que c'est bien, tu vois. Mais c'est pas une complainte, hein, je me plains pas. Ouais. J'essaie de comprendre pourquoi je suis pas effondré. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise Mais non, je sais. façon Et je sais, de gérer son mais deuil. pourquoi quoi. c'est comme ça j'ai 98% des gens, ils perdent leur papa, leur maman, ils perdent leur sœur en 3 mois. Je sais pas comment ils sont, enfin, ils sont. Ouais. Tu vois. Et moi, je m'en veux parce que je suis là, quoi. Toi, je te parle, je te le dis, toi, comme ça, naturellement. Et je le comprends pas. Mais T'as la sensation que. Est-ce que tu as la sensation qu'il y a peut-être des trucs que tu as en toi et que tu veux pas encore sortir et je qui sais vont pas. peut-être sortir un jour? Incapable de dire. Ok. Mais ça me traumatise pas. Hein. Ouais. Je veux seulement comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Et j'ai pas la réponse, toi. En sachant que souvent on me dit quand même que toi tu compartimentes beaucoup. C'est-à-dire que j'arrive à prendre un truc et le mettre de côté. Ok. Tu vois, ça peut que je l'oublie. C'est fait que ça se mélange pas, tu vois. Ah, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que je fais ça? C'est possible, toi? Est-ce que ça va ressortir? Est-ce que le tiroir, tu vas le rouvrir plus tard? Je sais rien. Peut-être un jour. Tu vas Peut-être un ouvrir jour, le tiroir. peut-être un Tu vas jour. faire. Mais à Qu'est-ce la qui se limite, pour l'instant, je me dis que c'est pas mauvais, en fait, toi, la méthode. Tant que parce, t'es bien. parce que oui, parce que tu. Mais par contre, je me sens coupable d'être bien. Tu vois. Ouais. Enfin, d'être bien, entre guillemets, parce que je ne vais pas non plus sauter en Oui. l'air, youpi, you Ouais. toi. Mais je me sens coupable de ça, un peu, toi. Enfin, voilà. Mais ça, c'était le petit côté thérapie. Il y a plein de mecs qui viennent faire leur thérapie dans ce podcast. Ouais, Tu c'est sais. vrai, Bah, de toute façon, ouais. tu parles, donc c'est Bah comme. ouais, tu parles, donc C'est comme, forcément. c'est après, comme si tu étais, ouais, en thérapie, quoi. C'est très intéressant ce que tu dis sur, justement sur cet aspect de t'ouvrir, etc. En fait, qu'est-ce qui t'a empêché de le faire auparavant, tu penses? Parce que tu me dis que c'est ta femme, en fait, qui t'a ouvert à ça. Tout simplement qu'on me le dise, hein, en fait. Tu vois. Comment ça? Il y a personne qui m'a dit auparavant Ah comment être, en fait, entre guillemets. Ouais. Tu vois. Séverine disait, dit peut-être que tu aurais, toi, peut-être que machin, toi. Et en fait, et c'est pas si vieux que ça. Hein. C'est pas si vieux que ça. Ça a quoi? Ça a 5, 6 ans, ouais. Ok. 6, 7 ans, ouais. À l'âge de la cinquantaine, toi, elle m'a vraiment ouvert les yeux, ouais, toi, de faire comprendre que peut-être que c'est aussi un peu de ta faute, regarde, toi. Et donc, toi, j'ai mis le temps. Bah, c'est des fois, je suis un peu lent, toi. Mais, et je la remercie parce qu'elle elle m'apporte une autre philosophie, toi. Mais elle adore ce côté masculin parce que elle est comme ça. T'en as qui aiment bien, t'en as d'autres qui n'aiment pas, toi. Et je sais que Séverine aime bien ce côté, tu sais, mal rasé, fumer des clopes, toi, le petit côté un peu rebelle, tu sais, la bécane, je suis biker, toi, t'es biker. j'ai ma moto. Elle aime bien ce truc, toi, ce côté-là. Puis par contre, paradoxalement, elle aime bien aussi ce côté, toi, plus doux, d'analytique, tout machin, toi, et que j'avais pas forcément avant et qu'elle m'a ouvert et qu'elle m'a donné là, toi. Donc, et t'as l'impression d'avoir un truc en plus de cette. Ah ouais, j'ai l'impression d'être beaucoup plus riche, toi. Ouais, carrément. Et ça t'ouvre d'autres trucs, toi, un univers que je connaissais pas trop en fait, parce que t'étais un peu un âne batté au départ, toi. T'es un peu. Un quoi, t'as dit? Un âne batté. Tu sais, c'est les ânes qui tournent autour. Ah oui. Tu sais, qui tournent pour faire le moulin, là, avec des œillères, toi. Et t'as l'impression d'être comme ça? J'étais comme ça. T'étais comme ça, ouais. Ouais, j'ai enlevé les œillères et je trouve que je suis vachement plus épanoui. Ouais. Ça t'a ouvert à quoi, par exemple, la sensation? Eh ben, avant j'étais assez binaire, toi. C'était vraiment, t'es comme ça ou t'es comme ça, c'est terminé, toi. Et là, bah non, c'est pas que, il y a pas que ça, toi. À un moment donné, ouvre un peu l'autre porte, hein, et puis tu vas voir qu'il y a bien d'autres choses sur une personne, sur une situation, sur un truc, toi. Et donc ça t'ouvre d'autres univers, quoi. Voilà, mais sur tous les sujets, en fait. Ouais, ça peut être des sujets dramatiques, comme j'ai pu avoir. Ça peut être des sujets plus futiles, toi. Elle est souvent confrontée, elle fait beaucoup de cercles de femmes, tu sais. Ok.
ils viennent à la maison, ils se font des espèces de cercles de femmes entre elles, toi. Donc, je veux dire, tous les jours, elle est confrontée à ça, toi. Et donc, elle m'explique aussi comment ça fonctionne chez les femmes, toi. Bon, j'en ai rien à foutre, toi. Et donc, je crois que je suis devenu bien moins bête qu'avant, quoi. C'est intéressant. Ouais, pour ceux qui veulent écouter, ouais. Mais pourquoi? Ouais, non, parce que des fois, les autres, on s'en fout. En fait, pour moi, c'est ça le truc, c'est que tu sais que l'un des trucs caractéristiques de ce podcast, c'est qu'il est écouté par pas mal de meufs, de ce fait-là. Mais je trouve que c'est cool que tu viennes parler dans ce podcast de ça, justement, parce que je pense que à ton époque et à mon époque, je suis un peu plus jeune que toi, mais pas tant, ça n'existait pas. Ah bah non, ça n'existait pas. Ouais. Et puis ouais. Non seulement ça n'existait pas, mais en plus ce genre de sujet, ça n'existait pas. Enfin, Bien sûr. Moi, c'est que tu m'as parlé de ça, je lui ai dit bah oui, tout de suite, ok, toi. En plus, ça tombait bien, j'étais sur Paris, toi, donc. Mais en plus, ça change pour moi, toi, de dire ah putain, qu'est-ce que vous avez fait à la 56e minute toi, ça me change un peu, ça me fait plaisir, toi, de parler autre chose que de ça. Donc, mais j'avais redouté un peu, toi, je me dis putain, mais je vais jamais parler 40 minutes, 45 minutes, je sais pas. Tu vois, 50 minutes. 50 minutes de ça, toi, j'en sais rien. Toi. Je suis incapable parce que j'en ai jamais parlé auparavant, donc je sais même pas trop ce que c'était au départ, toi. Même si je m'en doutais un peu, toi. Mais encore une fois, j'assiste un peu beaucoup, toi, mais est-ce que est-ce qu'il faut être masculin ou pas? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une réponse là-dessus? J'en sais rien, toi. Non, je pense pas. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste comment tu vis toi aujourd'hui ta masculinité. Tu vois, tu dis je suis moins bête qu'avant, tu vois. Mais je la vis super bien. Ouais. Non, mais je la vis super bien. Je veux dire, moi d'être un fumeur de clopes sans ma bécane, je le vis super bien. D'être courageux quand il va falloir l'être, je le vis bien, toi. Et en même temps, tu te dis que là, aujourd'hui, à 50 balais, t'as quel âge? 56 ouais. T'es capable de t'ouvrir sur un autre domaine, quoi. Tu regrettes avec le recul de pas... Alors, je sais le cerveau n'est pas vraiment fait pour regretter, quoi, tu vois, mais avec le recul, tu te dis, putain, j'aurais bien aimé découvrir ça plus tôt. Puis après, je vais te laisser aller parce que c'est l'heure de bouffer. Forcément, parce que j'aurais été moins con plus tôt, quoi, toi. Bah oui, forcément, ça m'aurait peut-être... parce que je pense que je suis beaucoup plus efficace maintenant qu'avant, toi, donc j'aurais été plus efficace plus tôt, toi. Mais après, je pense qu'après... ça me traumatise pas non plus. Hein. Je pense que c'est aussi l'évolution naturelle de la vie qui fait que, heureusement, quand tu as de l'expérience, tu deviens plus riche, quoi, toi. Heureusement. Sinon, ça sert à rien de vieillir. Toi. Après, en général, le cycle, c'est quand tu vieillis, tu deviens plus éclairé, on va dire. Ouais. Et après, quand tu vieillis vraiment, tu redeviens con, quoi. C'est le danger. T'es pas obligé, hein. T'es pas obligé, mais putain, j'en vois des fois c'est compliqué. Donc là, ça va être la mission maintenant, toi. La prochaine vague, c'est de rester open, même quand tu vas être âgé, si j'ai tenté que j'ai le bonheur de rester âgé. Ouais, c'est cool. Voilà. Tu vas faire écouter ce podcast à tes joueurs? Je sais pas, s'ils veulent l'écouter, ils l'écouteront. Ouais, ça me pose pas de problème. Tu vas leur dire? Ouais, je vais leur dire, ouais. Tu vas surtout me dire quand est-ce que tu vas le sortir. Ouais. Et puis... Tu sais, un des trucs dingues, c'est que les mecs s'intéressent pas à ce genre de podcast. Parce qu'en fait, ça leur fait peur. Ben non, parce que tu les confrontes un peu sur les trucs. Moi, c'est ok. Enfin, je veux dire, pose aucun problème, toi. Et tu penses que quand t'avais 20 balais, t'aurais été ok de te confronter? J'aurais été terrifié. Ouais. J'aurais été terrifié. J'y serais allé parce que je suis curieux. J'ai toujours été curieux. Donc, j'adore la curiosité. J'adore m'ouvrir sur des choses, toi. Mais j'aurais flippé comme une bête parce que je sais pas si à 20 ans j'aurais été capable de m'exprimer. Je sais pas. En tout cas, merci beaucoup, Philippe. Merci à toi. Je vais te laisser manger. Je me suis régalé. C'est un plaisir. Ah, merci. Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Ciao. Merci.